Troisième jour. Nous avons survécu à la prison de Fès. Ibn Khaldoun a 30 ans. Il traverse la mer. Il retourne sur la terre de ses ancêtres. Ici, il retrouve son ami, le poète Ibn al-Khatib. Il vit dans le faste des palais nasrides. Regarde ce jardin, Abderrahman. C'est un mirage. Nous sommes entourés par les royaumes chrétiens au nord et les intrigues de nos propres cousins au sud. Il l'envoie à Séville pour négocier la paix avec l'homme le plus redouté de la chrétienté taméne, Pierre le Cruel, roi de Castille. À Grenade, il apprend que la diplomatie est une danse sur un volcan et que même les palais les plus beaux ont des murs qui écoutent. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette rencontre a changé sa vision de l'État. Reste avec moi, je te rendrai tous les palais et les terres. Je ne peux pas vivre là où mes enfants perdraient leur identité. Il choisit l'exil plutôt que la soumission. Revenez parmi nous, Ibn Khaldoun. Ce palais fut celui de votre famille, et servez-moi. Majesté, l'homme ne revient pas en arrière. C'est l'esprit que je sers, pas la pierre. Il répond au roi sonné « Je ne peux pas vivre là où mes enfants perdraient leur identité. » Il choisit l'exil plutôt que la soumission. C'est la tentation ultime. La richesse, le nom, l'honneur retrouvés. Mais Ibn Khaldoun refuse. Tu es trop brillant, Abderrahman. Ton intelligence fait de l'ombre au sultan, rend les autres vizirs fous de rage. Ils disent que tu veux le trône. Si tu restes, ta tête tombera avant la prochaine lune. J'ai cherché la paix dans les sites de savoir et la gloire dans les palais des rois. Je n'y ai trouvé que la peur et l'envie. Les murs de marfle ne protègent pas de la bastier des hommes. Pour campre le monde, je dois m'en extraire tout à plat. Quatrième jour. Oubliez la diplomatie, oubliez la prudence. Aujourd'hui, nous parlons de l'adrénaline pure. Nous parlons de l'instant où un homme devient l'égal d'un roi. Béjaïa, la perle de l'Afrique. Ce n'est pas une simple escale, c'est le poumon du Maghreb. Ici, le savoir circule aussi vite que les épices. Ibn Khaldoun débarque ici en conquérant. Le sultan Hafsid, Abou Abdallah, son ami d'enfance, l'attend. Il ne lui offre pas seulement un poste, il lui donne les clés du royaume. Il est nommé Hajib. Premier ministre. À cet instant, Ibn Khaldoun est l'homme le plus puissant du Maghreb. Monsieur, je ne saisis pas. Pourquoi ce prince l'a-t-il traité comme un roi à Béjaïa 1 ? C'est le prix de la loyauté absolue. À Fès, le prince Abou Abdallah a été emprisonné et Ibn Khaldoun tente de le libérer. Il a risqué sa vie pour lui? Exactement. Et il l'a payé cher. 2 ans de prison pour trahison. Quand le prince a enfin récupéré son trône, il voulait le récompenser, il lui a donné les pleins pouvoirs. C'était sa façon de dire, c'est « Tu as perdu ta liberté pour moi, aujourd'hui je te donne mon royaume ». Regardez bien cet homme. Nous sommes en 1365, à Béjaïa. Ce n'est pas encore le savant que vous étudiez dans vos manuels. C'est un homme de pouvoir, un Hajib. Et il est en train de commettre une erreur qui va changer sa vie. Et la nôtre. Il croit avoir enfin trouvé la stabilité. Son réseau est indestructible. Mais le pouvoir est un sommet très étroit et le vent souffle fort à Béjaïa. À cette époque, Ibn Khaldoun est chargé de lever l'impôt. Mais le peuple est épuisé. La colère gronde dans les ruelles de la Médina. On ne l'appelle plus le savant, on l'appelle l'oppresseur. Il comprend alors une chose fondamentale qu'il écrira plus tard, Baté. L'excès de l'impôt tue l'impôt. Il sent le sol se dérober. Il sait que si Béjaïa tombe aux mains des rebelles ou du rival de Constantine, sa tête sera la première à rouler sur les pavés. Que fait-on quand on est un génie et qu'on a tout perdu? On ne se bat pas pour un trône qui s'écroule ou on s'échappe. On choisit la survie pour pouvoir, un jour, expliquer pourquoi les empires meurent. Il quitte la ville dans l'ombre, juste avant l'arrivée des troupes ennemies. Il fuit la prison, il fuit la mort. Mais en réalité, il court vers sa destinée. C'est dans cette fuite désespérée, entre Béjaïa et les montagnes, que sont nées les premières lignes de la Muqaddima. Prenez vos cahiers. Chapitre 2, ça, le cycle des civilisations. « 1366. Ibn Khaldoun quitte les palais de Béjaïa. Il ne fuit pas la politique, il cherche la source. Il s'enfonce vers le sud, vers Biskra, là où le sable commence à dicter sa loi. C'est ici, dans le silence de Biskra, qu'il nomme le moteur de l'histoire Toué, l'Asabiyya.
C'est quoi la Sabilla? C'est la solidarité du sang, du désert, du danger partagé. Il comprend que sans cette force invisible, les villes ne sont que des châteaux de cartes. Regardez-les. Ils n'ont rien mais ils ont tout, la Sabilla. Cette cohésion sauvage qui naît dans le besoin. Elle est le moteur qui renverse les trônes. Et regardez cela. Ils habitent des palais de soie, mais leur esprit est déjà en ruine. Le luxe a dissous leurs liens. Ils attendent, sans le savoir, que les barbares frappent à leur porte. d'Arcile. En 1366, la région de Biskra était un carrefour commercial essentiel, comme le montre cette carte. L'étape de Biskra est un moment charnière dans la vie d'Ibn Khaldoun. C'est là qu'il passe de la théorie des livres à la réalité brutale du terrain. Un livre qui tente de comprendre. Non pas ce qui est arrivé, mais pourquoi cela arrive. À cette époque, Biskra est une cité-État quasi indépendante, dirigée par la puissante famille des Beni Mesni. C'est là toute la dualité d'Ibn Khaldoun. Il est l'invité d'honneur des Beni Mesni, les seigneurs de Biskra. Le soir, il dort dans le luxe absolu des palais d'Oasis. Le jour, il quitte le palais. Il chevauche sous un soleil de plomb pour s'asseoir sous les tentes de laine brune. Il boit le lait de chamel. Monsieur, on dit souvent que c'est à Biskra qu'Ibn Khaldoun a inventé la sociologie. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas que les autres savants n'avaient pas remarqué, Fa? Exactement. En observant les tribus nomades des Iban, il a compris une vérité brutale qui, la force d'un empire, ne réside pas dans l'épaisseur de ses murs de pierre. Il a vu la naissance et la mort des empires. Il a reçu 3 grandes leçons. La première, c'est celle de la Asabiyya. La force d'un empire ne réside pas dans l'épaisseur de ses murs de pierre, mais dans le lien invisible qui unit ceux qui le défendent. Ils n'avaient rien, mais ils étaient soudes comme un seul point. C'est ça, la vraie force. Pas les murs de pierre. Il quitte Biskra non pas parce qu'il a fini d'apprendre, mais parce que le pouvoir l'appelle à nouveau. Le nouveau sultan de Tlemcen, Abu Hamou Moussa Fuziad, le réclame. Comme un aimant pour les rois, il Quitter le désert, source d'inspiration, pour retourner aux intrigues de palais que je déteste tant.